vous êtes l'expression vivante que tout peut mener à tout professionnellement. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est vrai. Le témoignage vivant aussi que tout est interconnecté. C'est vrai aussi, oui. Même si les mots avec lesquels on exprime les choses peuvent être différents, on peut aussi parler de la même chose au fond. C'est ce qui va peut-être faire l'intérêt de cette discussion. Ben, on l'espère. Moi, je me posais un peu la question au travers de vos propos. Est-ce que finalement l'évolution de l'humanité est purement historique ou est-ce que c'est aussi une évolution spirituelle? Ou est-ce que c'est déconnecté? Alors, une évolution historique, c'est-à-dire... L'évolution de l'histoire, de la préhistoire, de toutes les civilisations qui sont apparues, disparues, etc. Est-ce que tout cela recoupe une évolution, une tendance lourde, une évolution spirituelle continue ou pas? D'un point de vue général, c'est difficile à dire, parce que moi je pense que l'évolution, elle est avant tout individuelle. Contrairement à ce que dit Dominique, j'ai plutôt tendance à penser qu'on s'en sort tout seul, exactement comme on se condamne tout seul, et que c'est l'environnement qui tend à nous faire aller vers l'un ou vers l'autre, mais que tout est possible à toutes les époques. Oui, peut être quelqu'un de bien ou de mauvais aujourd'hui ou il y a 10 000 ans, ça change rien, quoi. Oui. Et d'un autre côté... Oui, alors je vais dire, déjà le mot spirituel, pour moi, est spirituel ce qui facilite, permet l'évolution de conscience. C'est ce qu'on appelle... Il faut savoir ce qu'on met derrière le mot spirituel. Et il y a à la fois l'évolution des individus, si on prend l'hypothèse de l'incarnation ou de la vie, donc chaque individu évolue, et l'humanité en tant que telle évolue. Il y a les deux. Elle évolue. Elle est deux. Et nous, en tant qu'individu qui s'incarne aujourd'hui, effectivement, je vais avoir un autre potentiel d'évolution dans cette vie que si je m'étais incarné il y a 15 000 ans. Parce que la civilisation a évolué et offre plus de possibilités. C'est vraisemblable. D'ailleurs, vous disiez, ce qui est juste évidemment, il n'y a pas toujours eu des êtres humains, il y a eu des animaux avant qu'il y ait des êtres humains, il n'y a pas toujours eu des animaux, il y a peut-être eu des végétaux avant qu'il y ait des animaux. Donc il y a quand même une évolution qui va dans un sens et pas dans plusieurs sens. Et ce qui voudrait dire que si l'humanité évolue de civilisation en civilisation, c'est aussi pour passer dans un nouveau règne au-delà du règne humain. Et donc il y aurait une tendance dans cette succession de civilisations qui justifierait qu'on parle aujourd'hui d'ère du Verseau alors que on peut remonter à 28 000 ans et on aurait... Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une direction à l'évolution, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fortuite. C'est comme un fleuve, le fleuve se dirige vers l'océan, et l'évolution humaine, par exemple, ou des règnes, se dirige vers quelque chose. On ne sait pas forcément pourquoi, mais c'est ça, il y a une direction, il y a une volonté, il y a un dessein, D-E-2-S-E-I-N, oui. Là-dessus, on pourrait le dire comme ça. Alors s'il y a un dessein, ça voudrait dire que les civilisations qui se succèdent participent de cette tendance à grimper dans une évolution spirituelle, ou pas? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chaque civilisation... Attention, parce que il y a des civilisations, quand on passe d'une civilisation à une autre, on peut perdre des connaissances, on peut perdre du savoir, on peut perdre de la sagesse parfois, on peut régresser, et en même temps, il y a un certain progrès du développement humain. La masse de l'humanité aujourd'hui est plus évoluée, c'est-à-dire plus sage, ça va être un peu difficile, mais plus mentale, une vision plus large, plus profonde, en masse, en pourcentage de l'humanité, aujourd'hui qui a 1000 ans, très probablement, oui. Ou on peut prendre la même chose pour la population française. Je veux dire que la population française dans son ensemble aujourd'hui a une vision plus large de la vie, une compréhension plus profonde de la vie qu'elle pouvait y avoir il y a 1500 ans, grâce notamment au développement de l'éducation pour tous, la lecture, etc. Et pourtant, on va chercher les maîtres de sagesse dans le passé. Oui, parce qu'il y a une connaissance de la sagesse qui a été donnée au fil des âges, avec un certain nombre de fragments ici et là qui nous sont remontés, oui. Donc cette connaissance existait dans le passé. Alors pourquoi on évolue? Parce qu'en moyenne,
je dis bien en moyenne, par exemple la population française, on est plus évolué qu'il y a 2000 ans. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des individus qui avaient une connaissance qui était plus pointue il y a 2000 ans que la masse que nous sommes aujourd'hui. Les Védas, par exemple, qui donnaient beaucoup d'informations sur le temps, hein, sur l'âge de l'univers, etc., qui parlaient de milliards d'années, c'était il y a 10 000 ans. Et la science aujourd'hui arrive à se dire, ah ben oui, mais l'univers a 15 milliards d'années. Mais les Védas parlaient déjà de rondes, etc., qui duraient des milliards d'années. Donc oui, il y a une sagesse ancienne, on appelle ça la doctrine secrète par Madame Blavatsky, qui a récolté un certain nombre d'enseignements qu'on trouvait à droite à gauche dans les différentes traditions. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette sagesse, elle est plus accessible à la masse de l'humanité qui sait lire, qui sait écrire. Ah bon? Elle est plus accessible. On n'y va pas, mais si on veut y aller, c'est plus facile. Ça veut dire que dans cette logique-là, un aborigène qui ne saurait pas lire ni écrire serait entre guillemets inférieur à quelqu'un qui saurait lire et écrire de notre époque? J'aime pas le terme inférieur, parce que qu'est-ce que ça veut dire? En termes d'évolution, si on pense que l'évolution, c'est passer du stade matériel, physique, ensuite au stade émotionnel, astral et au stade mental, c'est sûr que, attention, parce qu'un aborigène, il y en a quand même un certain nombre qui ont des potentiels d'évolution. Mais quand on sait lire, quand on sait écrire, on a un accès au monde extérieur qui est plus facile que quand on ne sait ni lire ni écrire. Mais il y a des grands sages dans les Himalayas qui mangent un grain de riz et qui ont accès au plan bouddhique. Donc il ne faut pas... C'est pas oui ou non, etc. Quoi. Est-ce que les traditions ne se sont pas mieux transmises quand c'était oral et allégorique qu'aujourd'hui où c'est vraiment très mental, par l'écrit, par les images artificielles et tout ça? Moi, je pense que la tradition orale, loin de la technologie, est de loin celle qui fonctionne le mieux et celle qui perpétue la tradition. Même si la tradition elle évolue toujours un petit peu dans le temps, il y a toujours des petites modifications. Je pense que l'apport de la technologie a tendance à niveler vers le bas l'humain en général, puisqu'on lui apporte de nouvelles choses qui le forcent à évoluer, mais pas forcément vers le bien. Je pense que c'est en étant au plus près de la nature et de son environnement matériel et immatériel que l'on évolue. Et je pense que, comme le disaient beaucoup de Grecs, à l'époque, c'est le 5e siècle, hein, à l'époque où on avait Platon, Sophocle et tous ces personnages-là, il y a eu un âge d'or à un moment donné, et on ne fait qu'aller de plus en plus loin dans le pire. Je pense qu'à l'inverse, notre société aujourd'hui, elle est de loin la moins évoluée, spirituellement ou intellectuellement, mais d'un point de vue du rapport à l'autre, que ce qu'on en a pu avoir il y a ne serait-ce qu'il y a 200 ans ou 500 ans, quoi. Il faut aller demander ça aux paysans qui savaient ni lire ni écrire il y a 200 ans, 300 ans dans les campagnes. Moi, j'ai vu des photographies des écoles, parce qu'il y a eu Jules Ferry, etc. Ça a fait un sacré progrès dans les campagnes, hein. Les gens qui savaient ni lire ni écrire et qui avaient pour seul contact le Seigneur, etc., question évolution, ils n'étaient pas... Est-ce que vous pensez qu'ils ne savaient pas lire et pas écrire? C'est-à-dire que quand ils récoltaient leur céréales, ils ne savaient pas le compter. Ils n'étaient pas capables de faire leur compte à eux pour savoir ce qu'ils allaient donner au Seigneur. Oui, mais lire et écrire, non. On ne savait pas, non. Et l'imprimerie a beaucoup aidé à la diffusion des savoirs. Avant, c'était des gens, soit des prêtres, soit etc., qui parlaient entre eux et qui se transmettaient le savoir. Les brahmanes, etc., il y avait des castes de gens qui se transmettaient le savoir, mais la masse des populations n'avait pas accès. Mais ça ne veut pas dire que la civilisation d'aujourd'hui est parfaite, merveilleuse, elle est bassement matérialiste, elle a beaucoup de défauts, hein. Ah oui. Elle a beaucoup de défauts, mais... Est-ce que c'est une... En quoi notre civilisation contribue-t-elle à l'évolution spirituelle de l'humanité en général, s'il y a une tendance de fond à cette évolution vers un autre règne ou une autre dimension? Quel est l'apport spécifique de notre monde moderne
pour progresser vers cette 5e dimension, vers l'ère du Verseau. De toute façon, on y va, on y est. Donc il y a quand même... Le développement du mental, si on prend vous regardez en Inde, il y a des écoles partout. Et il y a 200 ans, il n'y avait pas des écoles partout, donc ça veut dire qu'il y a qu'il y a des gens qui ont une beaucoup plus grande facilité pour apprendre. Après ça, que ce développement mental, il se focalise pour faire des rigolos qui vont faire des algorithmes pour gagner plein d'argent dans la finance, donc que ça soit mal utilisé, c'est une chose. Hein, pour faire des bagnoles qui servent à rien, peu importe, que ce développement mental soit mal utilisé par une société qui est bassement matérialiste, finalement avec des objectifs bas, ça n'empêche que ce développement mental a lieu. On utilise mal les compétences qu'on développe, mais on les développe tout de même. Et le mental est censé aboutir à quoi? Au contact à l'âme. Plus de mental donne plus de contact à l'âme. Oui. Oui. C'est vrai? C'est automatique? Le mental, c'est-à-dire, parce qu'après c'est toujours une question de vocabulaire. Oui, il faut bien distinguer le bas mental, c'est-à-dire le mental analytique. Je vais traverser la route, je regarde à gauche les feux rouges, les choses comme ça. Il y a ça, et puis il y a le petit vélo où je me raconte ma vie, mes histoires, mes folies, mes machines à laver qui fuient, mon patron qui n'est pas gentil, ça c'est le bas mental. Et il y a le mental du monde des idées, liberté, égalité, fraternité, où il y a justement, on commence à atteindre une certaine unité de l'humanité. C'est ce qu'on appelle dans la tradition le mental tout court et le supramental. Si on veut. Et les animaux, ils développent un certain mental, effectivement, grâce à leur sentiment de solitude et des stratégies qui sont obligés de créer du fait de l'intelligence, qu'ils sont obligés de développer du fait de leur liberté de mouvement pour trouver des partenaires sexuels, etc. Ils sont obligés de développer une intelligence et ils développent en même temps un sentiment de solitude qui, lui, est déjà le germe du supramental. Mais spécifiquement, on pourrait, quand on regarde les choses aujourd'hui, on peut voir les choses avec beaucoup de pessimisme et se dire le monde actuel, il n'a jamais été aussi égotique, aussi dans la matière. D'ailleurs, on appelle ça l'âge de fer aussi dans la tradition. Donc, ça peut paraître anachronique ou contradictoire de penser que tout cela contribue à une évolution de l'humanité. Disons qu'on a un développement scientifique, technique, mécanique, qui est plus avancé que notre capacité de sagesse, ou de compassion, ou de relation avec l'autre. C'est ça le problème de l'humanité. C'est qu'on sait faire des choses techniques, matérielles, très complexes. On sait faire des bombes, on sait faire des avions, on sait faire plein de choses. On sait aller dans la terre pour fiche le bazar et aller piquer toutes les ressources. On sait jouer avec la matière, mais on a un niveau social qui est très bas. Mais si ça participe d'une tendance générale à l'évolution, quel est le rôle de cette capacité à faire des choses techniquement? Est-ce que ça a une utilité dans l'évolution, puisque on est bien d'accord là-dessus, cela est tiré par un but. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, je ne sais pas si c'est aussi votre avis, mais je le suppose, tout cela est tiré par un but qui est la véritable cause de l'évolution de l'univers, et sans ce but, il n'y aurait pas d'évolution de l'univers, bien sûr. C'est pas ça, en métaphysique, on le démontre aisément, c'est pas une origine qui peut produire une évolution quelle qu'elle soit. L'évolution par la sélection naturelle, ces choses-là, ça n'a strictement aucun sens, ça se démontre et ça se retourne très facilement. On ne va pas rentrer dans ces détails maintenant. Mais l'évolution, de toute façon, prenons ça pour un acquis, puisqu'on ne va pas le démontrer maintenant, l'évolution va vers un but. Sans ce but, il n'y aurait pas d'évolution. D'ailleurs, seul un but est une source d'énergie. Ça aussi, ça se démontre facilement qu'il ne peut pas y avoir d'énergie qui vienne du passé. L'énergie vient forcément du futur, du but. Et donc, si ce but, ce qui est le cas,
est le but qui tire l'évolution de tout l'univers, eh bien cela signifie que la période dans laquelle on vit, l'âge de fer dans lequel on vit, où il y a toutes ces capacités techniques qu'on utilise évidemment à mauvais escient, puisque c'est l'ego qui en décide, cela contribue forcément, et forcément un atout pour notre évolution spirituelle. C'est ça la question que je vais vous poser. En quoi cette civilisation contribue, malgré les apparences qui peuvent sembler dramatiques, tragiques, etc., en quoi cela contribue à l'évolution de notre civilisation et plus exactement de l'humanité, de l'humain. C'est-à-dire de se rapprocher du supramental et de se rapprocher de la réalité de ce maître de sagesse que chacun d'entre nous doit devenir. Je pense que, si vous voulez, mais après ça, il faut prendre une hypothèse, que l'âme se situe en haut du plan mental. Et que si on est dans cet état mental, si vous voulez, et qu'on se rapproche de son âme, on va évoluer vers l'intérêt général, la fraternité, tout ce qu'on veut, les relations justes. C'est vers ça qu'on doit aller. Et l'épreuve que l'humanité traverse aujourd'hui, c'est de se rendre compte que son égoïsme, cupidité, etc., ne peut l'amener que dans une impasse. Donc c'est comme un enfant qui apprend à marcher et qui se ramasse par terre et qui se fait mal. Donc nous, on est là, on va vers se casser la figure. C'est exactement ce que... C'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est l'expérience. L'humain apprend dans la difficulté, les contradictions, la lutte. Oui. Le règne végétal, il évolue dans la douceur, si vous voulez. Les animaux, ils évoluent avec leur méthode. L'humain, il évolue par le conflit. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On est seul règne qui soit de façon permanente dans le conflit. C'est comme ça qu'on évolue, on arrive à trouver l'harmonie par le conflit. C'est le propre de l'humain, c'est notre difficulté. Ce qui voudrait dire... Mais, pardon, on a développé, par rapport à des animaux comme les fourmis, etc., on a développé un sentiment de soi. Et c'est important de développer ce sentiment de soi, puisque ça permet l'autonomie de la réflexion, de la décision. Malheureusement, ce sentiment de soi, il est en égoïsme, cupidité, égocentrisme. Et la somme de ces égocentrismes manipulés amène justement à cette distorsion, cette tension, avec ces gens qui souffrent, cette majorité de gens qui sont stressés, qui souffrent et qui n'arrivent pas à vivre. C'est la difficulté humaine. Mais on est aussi dans une époque où, à mon avis, les masses des populations, avec une conscience grandissante, vont s'auto-organiser pour changer le monde. C'est ma conviction profonde. On voit que ça va de partout. Partout, il y a des gens qui créent leur assos, leur truc pour faire ce qu'ils pensent utile. Comparer les aborigènes dont on parlait il y a 2 minutes et la civilisation moderne, c'est en fait que se dire l'être humain a au fond de lui toute la sagesse dont il a besoin, mais cette sagesse prend plus de valeur lorsque l'humain a été confronté à des défis du genre pouvoir, le pouvoir sur la matière, le confort, toutes ces choses auxquelles, évidemment, si on devient capable de les créer, de les maîtriser, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, il y a une tentation qui s'installe, qui fait qu'il faut beaucoup de sagesse pour ne pas sombrer dedans, et c'est une épreuve absolument indispensable à passer, absolument indispensable, pour après en être débarrassé. Et tant qu'on n'a pas passé cette étape d'une civilisation technologique, eh bien, on n'est pas sûr de la solidité de ses capacités spirituelles, de sa solidité spirituelle. Je ne sais pas comment appeler ça. Il y a un détachement, on a un détachement à avoir par rapport à nos désirs matériels, etc. Oui. Mais effectivement, c'est par l'expérience qu'on progresse. C'est un peu ce que disait Carl Sagan, quand l'Américain là, qui est décédé il y a pas mal de temps. On lui demandait, puisque c'est un spécialiste de l'exobiologie, des extraterrestres,
on lui demandait si vous rencontriez, si vous aviez en face de vous un extraterrestre aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question? Il avait répondu, comment est-ce que votre humanité a fait pour sortir de son adolescence? Mais c'est ça. Et nous sommes dans l'adolescence. Alors, avant, on était dans l'enfance, quand on était des aborigènes et qu'on était en unité avec la nature. Je n'aime pas faire des amalgames. Parce que chez les aborigènes, il y a des talents artistiques extraordinaires. Il y a des talents extraordinaires. Donc, il faut pas, je veux dire, faut pas tout. Je n'aime pas cette notion. Les aborigènes, c'est ceci et nous, on est cela. Il y a de tout. Je veux dire, les hommes des cavernes qui ont fait des dessins extraordinaires, ils étaient des artistes évolués pour moi. Ah oui, mais Eh voilà. bien oui, donc c'est pour ça. Plutôt péjoratif. Oui, non, mais c'est pour ça. Donc, mais il y a une chose entre un être humain ou qui soit dont le seul centre de vie est se nourrir, se loger, se reproduire, et un être humain ou qui soit qui va commencer à s'intéresser au monde artistique, scientifique et à quelque chose de plus grand que lui. Et ça, quelle que soit la civilisation. Je serais très étonné, ça m'étonnerait qu'on puisse le prouver un jour en archéologie ou autrement, je serais très étonné que les hommes qu'on dit préhistoriques, etc., n'aient pas à peu près les mêmes préoccupations que nous, et n'aient comme préoccupation que de se reproduire, manger, etc. Évidemment, quand on a le ventre vide, on a beaucoup de mal à méditer, à s'intéresser à la spiritualité. Ça, c'est clair. Quand on est menacé par des bêtes féroces, etc., peut-être aussi, c'est pas facile de passer son temps à autre chose qu'à se défendre. Mais bon. Combien de livres avez-vous lu en un an? Combien de livres j'ai en Oui. J'en ai plus écrit que j'en ai lu. Bon, ok. Combien de livres pensez-vous qu'une personne pouvait lire dans une caverne? C'est tout. Il y a un milieu, aujourd'hui, il y a un milieu qui facilite la compréhension, etc. Il y a des possibilités extraordinaires. Si on veut réfléchir, penser, progresser par tous les développements personnels, on a une foison de possibilités aujourd'hui, qu'on n'avait pas il y a 200 ans. Il y a 200 ans, le père était savetier, on devenait savetier, le papa était notaire, on devenait notaire, etc. C'est comme ça que ça fonctionnait. Quand on est une femme, on n'en parle pas, mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. On a un choix extraordinaire dans la vie. On peut s'en servir bien, on peut ne pas s'en servir, mais le choix existe. C'est vrai que c'est bien d'avoir ce choix, mais en 1517, quand Luther a utilisé l'imprimerie, pour la première fois, on a répandu des textes comme ça dans le public, c'était pour des motifs religieux, et après ça a continué d'être beaucoup pour des raisons idéologiques que cette imprimerie a été utilisée. La Bible a toujours été le livre le plus répandu, mais c'est quand même un besoin qui n'était pas celui des hommes primitifs. Les hommes primitifs n'avaient pas besoin de ça. Je veux dire par là que les religions modernes montrent ou servent à perdre la sagesse des anciens et des peuples premiers, qui eux sont des chamans. Ils sont tous des chamans, et donc sont en relation directe avec la nature, en unité, en union immédiate avec la nature. Et je suis certain que les hommes préhistoriques l'étaient, et donc c'est eux qui pourraient nous donner des leçons de ce point de vue-là, parce que tous les peuples qui vivent dans les forêts, qui en Amazonie, etc., sont spirituellement beaucoup plus avancés que nous. C'est pas, pour moi, c'est une évidence. Et donc, ce chamanisme, c'est ce vers quoi on doit retourner en évacuant toutes ces religions et retrouver le sens de l'unité. La civilisation de l'ère du Verseau, la religion de l'ère du Verseau, c'est l'unité avec la nature, et c'est pas une recherche d'unité, c'est la pratique effective de cette unité avec les animaux, avec les plantes, avec tout ça. C'est pas une recherche, alors que la religion, pour nous, c'est une recherche. On essaye de devenir des sages, on essaye d'apprendre des choses, on essaye de devenir religieux et spirituel, alors que pour eux, ça allait de soi. Alors déjà, il y a l'unité, aussi l'unité du genre humain, de l'humanité. Il y a l'unité avec la nature et l'unité de l'humanité.
Mais pour moi, la spiritualité, la religion, c'est un chemin vers la spiritualité, mais c'est pas le seul. La science, par exemple, ça peut être très bien un chemin vers la spiritualité. La politique, il y a des grands politiciens, ben voilà. Donc les chemins spirituels, ils sont multiples. Quelqu'un qui travaille pour l'écologie, il est spirituel. Et donc, Laurent, Oui. du temps où vous étiez archéologue, vous avez ressenti au travers des âges, cette unité entre la recherche spirituelle des hommes modernes et celle des hommes de l'époque. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a eu un changement ou est-ce que l'homme est toujours le même? Manifestement, on a tous besoin de manger pour vivre. On est tous plus ou moins, encore pour quelques dizaines d'années, on est tous plus ou moins d'un père et d'une mère, et on meurt inéluctablement. Alors je ne sais pas si ça durera encore dans 20 ou 30 ans, mais pour l'instant, on tient quand même bon. On tient bon avec la nature. Je pense que les marchands qui nous dirigent sauront nous faire payer la naissance et la mort. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Et là où ce qui est intéressant, c'est de se dire que notre civilisation actuelle, en termes de technologie, est extrêmement différente dans la philosophie de la vie, hein, de la naissance à la mort. C'est très différent de ce qu'il y avait dans le passé. C'est-à-dire que traditionnellement, les gens avaient faim, ils voulaient se protéger, ils voulaient voir grandir leurs enfants, et ils voulaient, on va dire, se faire des distractions, on va dire, naturelles. Ça veut dire que pour certains, aller se promener dans la forêt le dimanche après-midi avec ses enfants, c'était le top. Ouais. C'était le top, jusqu'à il y a 50 ans. Aujourd'hui, on a l'impression que parce qu'on n'a pas été voir le dernier film, le dernier blockbuster américain, on est finalement un nul, et puis finalement on a bien raté son dimanche après-midi. Donc je pense que dans l'archéologie, moi de tout ce que j'ai pu voir, jusqu'à aujourd'hui, notre période vraiment qui date, on va dire, elle est 1900-1950, les gens réfléchissaient tous de la même façon. Ils voulaient être en bonne santé, avoir un toit sur la tête, pas avoir trop froid, manger globalement à leur faim et être protégés. Que ce soit au niveau physique direct autour d'eux, ou bien alors au niveau géographique sur un plan beaucoup plus large. Le département, la région, ce que nous on considère comme étant un pays. L'évolution aujourd'hui avec l'intronisation de la technologie à tous les niveaux nous a créé un leurre psychologique. C'est-à-dire que certains, comme je le disais, ont l'impression que parce qu'ils n'ont pas vu le dernier blockbuster, ils ont un manque. Dans tous les sites archéologiques que j'ai vus, les gens construisaient dans des matériaux qui étaient périssables ou non, avec des pierres qui étaient plus ou moins grosses, mais en gros, une habitation, ça resterait jamais qu'une habitation, quoi. Quand on voit un habitant matériau léger d'un Gaulois, donc on imagine un solin, du clayonnage qui est fait, on met de la boue au-dessus, on met un toit en chaume, on regarde un château fort, c'est de la pierre, mais globalement c'est le même habitat. C'est la même chose avec manifestement les mêmes envies. On se protège du mieux qu'on peut, on vit du mieux qu'on peut, on essaie de voir grandir ses enfants du mieux qu'on peut, on essaie d'être en bonne santé, et on essaie que le voisin qui est de l'autre côté de la rivière ou de la montagne regarde pas trop chez nous pour pas qu'il aille nous attaquer. Moi ce que j'ai vu c'est que les humains étaient les mêmes, si ce n'est que la technologie se développait au fur et à mesure du temps. Mais les rites funéraires nous apprennent dans l'archéologie que ce soit l'inhumation ou l'incinération, donc quelle que soit la croyance religieuse dans laquelle baigne un ou des humains, les peurs sont les mêmes, et si les peurs sont les mêmes, les joies doivent être les mêmes aussi. Donc je ne pense pas que l'archéologie puisse répondre au fait qu'il y ait une véritable évolution dans la façon de penser. C'est juste que la technologie fait que visuellement c'est différent. Voilà. Mais l'humain reste l'humain. Jusqu'à, je vous dis, il y a 50 ou 100 ans. Et aujourd'hui, au début du XXIe siècle, il y a un vrai changement de paradigme par l'introduction de la naissance payante et de la mort payante. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'attends aujourd'hui qu'on interdise à des gens de naître ou qu'on interdise ou qu'on oblige certaines personnes à mourir. Ce qui, dans l'évolution de l'humain, serait rarissime quand même. Dans notre évolution, ça serait un énorme changement de paradigme. Jamais aucune civilisation n'a payé pour faire naître qui que ce soit. Parce qu'il n'y avait pas la technologie pour le faire. Et à contrario, personne, on a dit à personne, vous avez un certain âge, on va vous payer pour mourir. Je crois que chez les Inuits, les personnes âgées, il y a un moment, quand elles n'arrivent plus à suivre, elles restent en arrière et elles meurent. Oui, c'est vrai. Et ça veut dire qu'elles se retirent de la tribu pour laisser les autres avancer. Mais c'est vrai que dans la civilisation aujourd'hui, il y a une marchandisation de tout.
C'est-à-dire que c'est le système de l'aspiration. On produit un système dont le but est d'aspirer toute la richesse vers certains. C'est ça, c'est le fonctionnement aujourd'hui. On ne paye pas encore pour l'air, on paye pour l'eau, alors qu'avant on allait dans les champs glaner, etc. Oui, il y a une marchandisation de tout, qui est une vraie catastrophe. Ce qui fait qu'il y a 50 ou 100 ans, alors on va se replacer il y a 200 ans, on pouvait boire et manger globalement à sa faim. Il suffisait d'être un peu débrouillard, on posait des collets même si c'était les pauvres lapins, on pouvait manger, on pouvait boire, on pouvait faire globalement ce qu'on voulait. Aujourd'hui, si on n'a pas d'argent, on va dire que le pécard moyen, le petit homme qu'on pourrait tous être, ou la petite femme qu'on pourrait tous être, s'il n'a pas d'argent, il ne peut rien faire. Donc moi j'ai énormément du mal à croire qu'on va vers une évolution qui permet à l'humain de se développer spirituellement. Sur le plan collectif, j'entends. Sur le plan collectif, bien évidemment. Et je pense que le développement spirituel ne peut se faire que sur le plan individuel. Ça veut dire que devant cette obligation que j'ai à payer pour faire naître mes enfants, à payer pour faire naître mon vieux à qui on m'explique que c'est un poids pour le foyer, eh bien, moi, je suis obligé individuellement de réfléchir et de m'adapter pour me dire comment est-ce que je peux faire pour ne pas être le monstre que l'on m'oblige à être. Oui, mais ça, quand il y a des millions de personnes qui ont ce même raisonnement et cette même activité, c'est comme ça que l'humanité bouge. C'est quand il y a beaucoup de gens qui essayent chacun d'évoluer que l'ensemble évolue. C'est ça qui se passe. Oui, Et je pense que cette possibilité, elle est là aujourd'hui. oui. Il y a un moment où il y a une masse critique Oui, il y a une bascule qui fait qu'on des... passe dans un autre... pas tout le monde, mais dans on une passe autre façon de penser. autre règne. Mais prenons aujourd'hui cette civilisation, on est tous les trois d'accord pour dire qu'on est à côté, la civilisation marche à côté de ses chaussures et va dans le mur ou fait un grand pas en avant vers le gouffre. Mais quand on pose la question à n'importe qui qu'on rencontre dans la rue, les gens vous disent ça va pas. Donc il y a une conscience que ça ne va pas. Oui. C'est juste que les choses sont encore suffisamment confortables, entre guillemets, pas pour tout le monde, pour que ça tient encore. Et il suffit qu'il y ait une grande crise financière, etc., et que plus rien ne tient, et que les choses changent. Parce que, au fond, si vous voulez demander à n'importe qui, moi je connais bien le monde de l'entreprise, et j'ai vu comment il dégénérait en 40 ans. C'est-à-dire que comment on passait du moment où on était heureux d'aller travailler, parce qu'on allait voir des collègues, on allait faire des choses on était heureux il y a 40 ans. Après, c'est devenu l'enfer, c'est l'esclavagisme, il faut aller plus vite, on a le droit de réfléchir à rien, on ne peut pas être créatif, il faut bosser, être efficace, en compétition avec l'usine d'à côté, enfin des trucs horribles. Donc on est passé à ça, mais les gens ne sont pas d'accord. Ils le font parce qu'ils ont besoin de payer le loyer, ils sont esclavagisés de partout. Mais les gens foncièrement ne sont pas d'accord avec ça. Enfin, moi, je ne pense pas. Il y en a certains qui sont d'accord, mais la grande masse des gens n'est plus d'accord avec ça. C'est juste. Cela dit, cette grande masse ne réagit pas pour autant. Non. Et Tant que c'est confortable, tant que c'est à peu près confortable, oui. tant qu'on n'est pas au pied du mur, donc Oui. on n'est pas obligé de changer, on ne change rien. Mais on risque même de ne rien changer du tout, même au pied du mur. Cette situation qui va en empirant. Mais elle va en empirant pourquoi ? Parce qu'on ne réagit pas. Et spirituellement, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Si je vis une situation et que je n'y réagis pas de façon juste, la situation va s'aggraver et se reproduire et s'aggraver jusqu'à ce que j'y réagisse, pour voir à quel moment je vais accepter de réagir. Et évidemment, il vaut mieux réagir tout de suite et dire non, ça c'est pas juste, je refuse. Oui. Ce qui est normal. C'est comme ça que se fait l'évolution. Et il y a un moment où il y a un basculement. Je suis d'accord. Et donc, ce dont je voulais qu'on parle tout à l'heure, au début de cette conversation, c'est que cette évolution qui est obligatoire, l'être humain ne peut pas ne pas, à un moment donné, passer dans une dimension supérieure, dans un règne supérieur, etc. C'est impossible, il y passera de toute façon, comme les animaux, évidemment, finissent par collectivement devenir des humains, comme les végétaux finissent collectivement par devenir des animaux, parce que tout ça ne se fait pas d'individu à individu, hein. C'est pas un brin d'herbe qui va devenir une vache, c'est une quantité de végétaux qui deviennent un nombre plus petit d'animaux, et un grand nombre d'animaux qui deviennent un être humain, et un grand nombre d'êtres humains qui deviennent des maîtres de sagesse ou autre chose, dans un autre règne, des anges ou autre chose. Et donc cette évolution se fait par paliers. Il y a des moments où
on ne peut plus rester un humain, on passe à autre chose. Et tout à l'heure, vous parliez de réincarnation, mais ce processus n'est possible que avec la réincarnation, c'est-à-dire avec une accumulation d'expériences pour chaque individu. Sinon, si ce n'est pas chaque individu qui accumule ses expériences et ses enseignements, ça ne permettra jamais ce changement. Donc chaque individu accumule des expériences, et chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous faisons en sorte d'avoir cette expérience dans un monde technologique, dans un monde où on a le pouvoir, on peut détruire les animaux, on peut tout détruire du jour au lendemain, on peut se rendre esclaves les uns les autres, on s'exploite mutuellement. Toute cette situation-là, c'est une expérience de plus, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une évolution continue. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas l'évolution qui va comme ça en asymptote, c'est les expériences qui s'accumulent, toutes les expériences s'accumulent, et puis au bout d'un moment, ah c'est trop, ça y est, je passe à l'étape suivante. On a quand même des notions d'évolution des êtres humains, parce qu'on a un livre de Benjamin Crème qui donne une liste d'initiés. Il y a 1500 personnes où les niveaux d'évolution ont été donnés ainsi que les rayons, et on voit qu'il y a des gens qui laissent un grand impact derrière eux, sont des gens qui sont plus évolués. Il y a 5 initiations avant de devenir un maître de sagesse, et on a des noms comme Marie Curie, De Gaulle, Churchill, Léonard de Vinci, Mozart. On voit bien que ce sont des gens qui ont laissé derrière eux une trace indélébile, qui ont laissé à l'humanité. Et on va tous être comme ça. Je ne sais pas si on sera un Mozart, moi sûrement pas, parce que je n'ai rien d'artistique en moi, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est ça la bonne nouvelle dans tout ce monde difficile, c'est qu'un jour, nous allons dépasser nos difficultés, nos limitations, pour devenir quelque chose de plus évolué, avec plus de possibilités et moins de blocage, moins de peur, etc. Quelle place on peut donner à ces êtres-là, ces guides en quelque sorte? Comment c'est possible? Pourquoi? Il y en a certains comme ça qui... Mais ce sera notre cas à tous. On va tous devenir un maître de sagesse un jour. Vous, moi, on va peut-être se retrouver je ne sais pas où, on dira salut, tu te souviens de l'émission qu'on avait fait ensemble? Pourquoi pas? Pour moi, c'est inéluctable. Alors, on n'est pas forcé de le croire, mais d'après les informations que j'ai et qui me paraissent cohérentes, c'est que nous sommes, quand on commence à s'intéresser au but de la vie, au sens de la vie, à l'utilité du monde, où ça va, à mon avis, c'est qu'on est vers la fin des incarnations. On n'a plus que 10, 15. Donc logiquement, ça devrait aller assez vite par rapport à tout ce qu'on a eu derrière. Et donc c'est quelques milliers d'années, oui. Mais il paraît que quand on est maître de sagesse, on bosse 24 heures sur 24. Hein. Et surtout, on n'a aucune envie d'arrêter de s'incarner. On ne s'incarne plus à ce moment-là, on n'a plus besoin de s'incarner. On n'a plus besoin de s'incarner. Mais il ne faut pas croire que l'évolution, elle s'arrête là. L'évolution, elle est continue, c'est une loi de l'univers. Donc un maître de sagesse, il fait aussi des efforts pour progresser. Il ne faut pas croire qu'il y a un moment, après, on s'arrête et tout devient statique et c'est fini. Hein. Non, le chemin est infini. Un de ces jours, on va devenir un logos galactique, pourquoi pas. Hein. Mais c'est pas pour demain. Hein. Dans cette façon qu'on peut avoir de sortir du rang, en quelque sorte, de devenir De Gaulle, un Churchill, un Léonard de Vinci, est-ce que le développement personnel n'a pas une part là-dedans? Est-ce que l'estime de soi n'est pas une clé? Je dirais l'estime de soi, la reconnaissance de qui on est, oui. Oui. C'est juste qui on est, quels sont ses objectifs, qui on veut être, qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, c'est qu'est-ce que j'ai à donner au monde. Le développement personnel, moi, je fais très attention à ce terme-là, parce que pour moi, c'est quelque chose qui peut être très égocentrique. C'est-à-dire que je passe mon temps à m'analyser, me torturer, voir mes problèmes, et j'en sors pas, je tourne là-dedans et je fais de la bouillie. Donc, fais attention, c'est utile. Il y a des méthodes, hein, c'est comme quand on repeint sa maison, ça peut servir. Mais pour moi, tant qu'on reste en égocentré autour de soi-même, on ne progresse plus.
Alors, il y a des moments où on a besoin de ça, il y a des moments où on peut faire que ça. Donc on le fait. Mais il faut avoir à l'esprit qu'il y a un moment, pour progresser, il faut s'occuper du monde. Quelle que soit la chose qu'on ait à donner au monde. Hein. C'est politique, économique, scientifique, artistique, philosophique, j'en sais rien. Mais donner au monde, donner quelque chose, ça part qu'on a à donner au monde. Et donc, suite à toutes ces expériences d'incarnation en incarnation, qui nous mènent à un moment ou à un autre à se reconnaître beaucoup plus qu'un être humain normal, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le point décisif, déterminant, qui fait qu'on va se révéler un héros? On va prendre en charge une part de l'humanité pour l'enseigner, pour la sauver, etc. C'est quoi qui va faire ce retournement d'un seul coup d'un être qui se laisse vivre avec ses désirs, etc. Et puis de quelqu'un qui ça se fait en un certain nombre d'incarnations, petit à petit. Ça se fait petit à petit. Quand au début, nous, on s'intéresse un petit peu au monde autour de nous. Il y a des gens qui s'intéressent à beaucoup plus grand, etc. Et puis, dans les quelques dizaines d'incarnations, quinzaines d'incarnations qui peuvent nous rester à vie, j'en sais rien, ça dépend. Il y en a, et ils vont rester, et ils vont bouger. À chaque fois, on augmente sa sphère d'influence. Moi, je pense qu'on peut être un agriculteur au fin fond du Limousin, être bien avec ses vaches, être totalement anonyme, et en même temps être quelqu'un de très élevé spirituellement, et de rester totalement anonyme pour tous ses contemporains. Mais ça peut arriver aussi, hein. Moi, je pense que c'est plutôt eux, d'ailleurs, qui sont... Enfin, s'il y avait une hiérarchie à faire, hein, je pense que c'est plutôt eux qui sont justement dans leur humilité profondément bons et profondément élevés, plutôt que certains qui, justement, vont, on va dire, apporter des choses sur le plan universel, un peu médiatique, comme on pourrait dire aujourd'hui, mais sans connaître le parcours des gens. C'est-à-dire qu'on nous monte au pinacle Léonard de Vinci, mais moi je connais des tas d'autres peintres qui, comme Georges de la Tour par exemple, qui n'étaient pas connus véritablement de leur vivant et qui étaient des artistes extrêmement accomplis. Il faut faire attention parfois entre la renommée que l'on a d'une personne et sa capacité à véritablement influencer ses contemporains et les générations futures. Je pense qu'un agriculteur qui est dans le fin fond du Limousin et qui est simplement gentil avec ses bêtes, qui vit en harmonie avec la nature, qui fait tout pour que ses enfants grandissent dans les meilleures conditions possibles, qui s'occupe bien de sa femme, je pense que lui, il est parfois plus évolué qu'un politicien véreux qu'on pourrait nous montrer à la télévision. La médiatisation, la mise en valeur des gens est parfois très différente de ce qu'ils sont réellement à l'intérieur d'eux. Alors, effectivement, il faut faire très attention dans cette époque où on adore les stars, qui on nous vend des bimbos ou des mecs super et tout le monde s'accroche à eux. C'est pas forcément des gens très évolués. Je suis bien d'accord avec ça. C'est que la médiatisation n'est pas forcément relative, liée à un niveau d'évolution. Mais dans 400 ans, les bimbos qu'on a vus aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'en souviendra. Hein. Moi, j'y crois pas 2 minutes. Toutes les stars, les starlettes, les machins qu'on voit, les stars de cinéma, dans 400 ans, il n'y aura plus rien. Léonard de Vinci, Einstein, on s'en souviendra encore. Newton, on s'en souvient encore. Donc c'est ça qu'il faut. Bon, je sais pas que Léonard de Vinci, il y en a d'autres. J'ai pas de, mais c'est l'apport à l'humanité, que ce soit Lincoln, c'est des gens qui ont, Alexandre le Grand, j'en sais rien, c'est des gens qui ont ancré des choses, qui ont transformé le monde. De façon pas toujours gentille avec le reste du monde. Un bémol, hein, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs et on nous monte au pinacle après coup les gens que l'on a bien envie de nous montrer. Quand on regarde un peu toutes les civilisations qui se sont succédées sur notre planète, il y en a certaines qu'on a jetées aux oubliettes et qu'on a plus ou moins cataloguées d'inférieures, alors qu'elles avaient énormément de choses à nous apprendre. Et aujourd'hui, on aurait beaucoup, justement, à tirer d'enseignements de leur vision à eux, de ce qu'ils étaient en tant qu'humains, qui essaient de vivre dans un environnement qui est plus ou moins hostile. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas oublier que tous ces grands artistes, scientifiques ou hommes politiques, ont souvent eu comme moteur aussi un ego monstrueux. Oui, mais ils sont imparfaits. Mais si vous voulez, c'est plus facile d'être juste quand on est dans un petit cercle et qu'on ne dérange par personne que quand on est dans une position de pouvoir. Et il y a besoin de gens dans les positions de pouvoir. Le pouvoir, ça existe, ça fait partie d'une qualité. Il y a des gens qui font pour mener un pays, etc. Et effectivement, ça ne veut pas dire qu'ils sont géniaux, mais que tous leurs défauts sont
montré en exergue, parce que quand on est dans une position d'influence, tout petit défaut est amplifié. Oui, ben, Mais voilà. c'est ce que disait Churchill, il buvait comme un trou, bah oui, d'accord, mais enfin, c'est quand même lui, un de ceux qui ont sauvé le monde. Vous voyez, c'est d'accord, mais il buvait comme un trou, il n'était pas forcément gentil. Mais voilà, et De Gaulle non plus, il buvait pas comme un trou, mais il n'était pas forcément gentil, il avait des défauts. Mais c'est quand même des types comme ça qui ont sauvé la planète. Comme Laurent disait, c'est l'évolution spirituelle, c'est purement individuel. Et pour ces gens-là, le fait de se retrouver dans une position de pouvoir, d'avoir conquise cette position de pouvoir, ou cette influence sur l'humanité future, ce sont des épreuves pour eux. Sur le plan Bien sûr. spirituel, ça ne fait Bien que sûr. contribuer à leur propre évolution spirituelle. Parce que c'est bien évident que c'est pas parce qu'ils ont sauvé un pays que ils se sont des maîtres de sagesse. Pas encore, non. C'est une étape. C'est une étape. Chacun d'entre nous peut passer par là et dans la vie suivante se retrouver un agriculteur au fin fond du Limousin. Je pense tout de même qu'au fil des incarnations, on développe des compétences, si vous voulez. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que ça m'étonnerait très nettement que je devienne un peintre, etc., dans les vies suivantes. C'est pas ça que j'ai comme compétences. J'ai des compétences d'organisation, de projet, etc., de réflexion financière. On sait un petit peu le genre de compétences qu'on a. Il y en a, leur vocation, c'est d'être enseignant. Et très probablement, ils vont continuer dans cette voie. Moi, je pense quand même que très probablement, au fil des incarnations, on a tous été des paysans, des guerriers, des violeurs, des violés, des assassins. On a tous fait toutes les bêtises, je pense. Mais au fil des incarnations, il y a un moment où on se spécialise un peu quand même. On a des talents innés. Moi, je suis devenue chef de projet, je ne savais pas, mais c'est parce que je savais le faire. Et pour moi, c'est facile. Mais il y a des choses que je ne suis pas faite pour faire, je ne suis pas faite pour enseigner, ça m'embête. J'aurais pas pu enseigner dans le secondaire, par exemple, non. Non, c'est la faute aux élèves, ça. Non, c'est moi qui ne suis pas comme ça. Je n'ai pas cette capacité d'empathie suffisante et cette patience. Il faut de la patience pour enseigner des élèves. Je ne l'ai pas. Il y a encore de l'expérience à faire. Tout à fait, oui. Cette patience, parce Tout que à fait. s'en aller avec la patience, c'est pas ça qui va Mais faire que c'est vrai, les incarnations. c'est vrai que quand on est un maître de sagesse et qu'on a l'humanité, quand on doit s'occuper de l'humanité, il vaut mieux être patient. Parce que toutes les bêtises que l'humanité fait, quand même, il faut être vraiment très très patient. L'impatience est la cause de toutes les violences. Oui, oui, oui. On n'y peut rien. C'est quelqu'un qui est patient qui le dit. Qui c'est qui Bah vous, Moi, je suis patient, moi. je sais pas. Oui, oui, oui. Probablement, oui. Ouais. Probablement, oui, oui. Plus que moi, oui. Voilà. Et avons-nous quelque chose à conclure sur l'évolution de l'humanité et l'ère du Verseau et les civilisations anciennes? Est-ce qu'on peut en garder? En quoi on va les dépasser, ces civilisations? Bah, moi, je dirais qu'avec cette ère des poissons qui se termine, on est sur une fin de civilisation. Il y a tout qui se casse la figure, les partis politiques, les structures administratives, financières, tout ça, ça se casse la figure. Donc on est vers la fin d'une civilisation, la civilisation de la dernière ère, hein, et on est vers quelque chose de nouveau qui va se créer. C'est une époque passionnante. Donc c'est très dérangeant parce qu'on ne sait pas où on va, mais on y va. On va vers une nouvelle civilisation. C'est fini, construire des cathédrales, c'est terminé. C'est fini. Ah ben ça, j'en sais rien. Donnez-moi votre vision. J'en sais rien. Ben, et ce que je sais, c'est qu'à mon avis, c'est qu'on va construire une ère de fraternité. Et ben, ça se traduit en se débrouillant pour que tout le monde ait à boire, à manger, un toit. Pourquoi on attend pour le faire? Eh ben oui. De l'éducation pour les enfants et la santé. Pourquoi est-ce qu'on fait... Parce que le système est construit pour aspirer le travail des gens, les infantiliser, les mercantiliser, les esclavagiser pour monter du pouvoir et de l'argent vers quelques-uns. Oui, mais si le système est comme ça, c'est parce que ça nous arrange, sinon on aura un autre Parce qu'on le laisse faire, oui. Parce que ça nous permet un confort qu'on n'a jamais eu, auquel on est attaché. Oui. Et une gratification de l'ego qu'on n'a jamais eue. Oui, c'est confortable, je suis d'accord, oui. Avoir un toit et oui. Je vais pas aller. Bien. Mais oui, je vais sûrement pas aller manifester dans la rue pour essayer de me faire courir après. Je suis d'accord, oui, oui. Sauf que
on est quand même avec un système financier dont on se dit qu'il va se casser la figure, et que le jour où il va se casser la figure, ben les gens ils vont se réveiller. C'est ça qui nous attend très probablement. Moi, je pense que l'évolution, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est individuelle, mais elle est inclue dans un environnement qui est matériel et immatériel, quoi. C'est-à-dire que chaque personne, si on nous force à aller vers une globalisation de tout, c'est le terme anglo-saxon, hein, normalement, mondialisation, c'est un terme très franco-français, hein. Si on nous forme à tout globaliser, c'est parce que c'est plus facile, on va dire, de manipuler la masse. Moi, j'aime pas trop le terme, hein, mais c'est plus facile de manipuler une masse globale que de manipuler 1 plus 1 plus 1 plus 1 qui fait 7 milliards au bout. Donc je pense que l'évolution, elle doit se faire individuellement, et c'est parce que chaque personne se réveille individuellement que ça forme une masse qui grossit de proche en proche. Donc on vit une époque qui est très particulière. Jusqu'à il y a, on va dire, allez, c'est pareil, on va dire il y a 50 ou 100 ans, on faisait 50 ou 100 km, on pouvait refaire sa vie plus loin. On pouvait reconstruire quelque chose. Alors, à tort ou à raison, parce qu'on pouvait être aussi un tueur, un violeur d'enfants, faire 50 km et recommencer la même chose plus loin. Mais quelqu'un qui avait eu des problèmes dans la vie ou qui voulait changer de vie pouvait le faire. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est très clair. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun échappatoire avec le monde qu'on nous construit pour demain. Et d'une certaine façon, alors peut-être que je me trompe, mais je pense que mon bonheur et mon futur seraient plus assurés en étant aborigène qu'en étant aujourd'hui en France ou en 2018. Mais je suis pas aborigène, j'ai pas non plus les souffrances et je sais pas ce qu'ils font, mais j'ai le sentiment que, en vivant dans un système qui est plus simple, moins hiérarchisé et moins globalisé d'une manière générale, ma liberté, avec la technologie en moins, sera plus garantie. Et mon bonheur, c'est un peu comme quand on disait la caricature de nos arrière-grands-parents. On leur donnait 2 bouts de ficelle, ils s'amusaient pendant une après-midi avec. Aujourd'hui, parce qu'on a une PlayStation, on n'arrive pas à voir le dernier jeu vidéo, on trouve qu'on s'ennuie tout le dimanche. C'est un leurre. Enfin, à mon sens, la technologie est un leurre. On peut être bon ou mauvais, quelle que soit la technologie qu'on a autour de nous. C'est juste que ça permet de distraire les gens qui sont totalement accros à la matière. Et qui, de façon, on va dire, pour des raisons presque maladives, vont avoir une accoutumance et une dépendance à la matière. À quoi est-on accro dans ce cas-là? On peut relancer la conversation pendant 1h30 là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on est accro à ce genre de choses? Alors, accro, pas tout le monde d'ailleurs. Non, mais Oui. Ouais, parce que c'est qu'on peut être accro à quelque chose. On est addict à des choses. C'est un désir, hein. C'est un désir parce que ça crée des sensations. C'est fait exprès pour créer des sensations qui nous sont agréables et on les recherche. Oui, mais c'est une autre façon de le dire, mais la raison pour laquelle on est tellement attaché à ce qui nous happe vers l'extérieur, les jeux, les images, les machins, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas se retourner vers soi-même. Oui. On veut, le mental, et le mental moderne en particulier, il passe son temps à essayer d'échapper à la réalité de l'être, Oui. ce que nous sommes vraiment. Oui. Et ce qui fait la différence entre un maître de sagesse, ou je dirais un vrai grand homme, je dirais pas un grand homme politique ou un grand ceci ou cela, mais un vrai grand homme comme Gandhi ou d'autres, ils arrêtent de s'identifier à leur ego, à leur personne, à se considérer comme un être humain, pour se considérer comme étant l'être lui-même, et pas seulement l'être humain, qu'il est autant les animaux, les végétaux, autre chose, les planètes, les galaxies, etc. Mais sans aller jusque-là, il peut s'identifier à son peuple, à son humanité, etc. Mais c'est cette identification à autre chose que l'ego qui fait que d'un seul coup, on se sent investi ou obligé d'être au service de ce monde. Et donc c'est toujours ce moment où on passe de l'identification à l'ego à l'identification au soi, que vous appeliez l'âme. D'ailleurs, c'est-à-dire le fait de se croire « je suis un être humain », alors que ce n'est pas du tout vrai. Je ne peux pas être un être humain, c'est pas possible, puisque j'ai conscience d'être un être humain. Donc, je suis la conscience, et l'être humain, c'est provisoirement ce à quoi je ressemble. Et il y a un moment où je me dis « non, je ne suis pas l'être humain, je suis l'être éternel qui, pour l'instant, se prend pour cet être humain ». Et donc, voilà, l'impatience disparaît, l'avidité disparaît, toutes ces choses-là disparaissent, et il ne reste plus que le service, et le service de l'humanité, du monde, etc. Et dans ce que disait Laurent aussi, quelque chose d'important, c'est cette distinction qu'on peut faire entre densité et dimension. La dimension vers laquelle on va, la dimension dans laquelle on est, n'a rien à voir, a priori, peut ne rien avoir à voir avec la densité dans laquelle on vit. C'est-à-dire que ce monde est, par définition, une troisième densité,
Mais rien n'empêche quelqu'un qui y vit d'être en 5e dimension. Après, évidemment, tous les gens qui sont de 5e dimension aspirent à vivre une 5e densité, à vivre le monde qui leur correspond, c'est-à-dire un monde de fraternité, etc. Mais on peut très bien être dans la 5e dimension, dans la fraternité, etc., malgré le fait qu'on vit dans une densité qui ne correspond pas. Et ça, on a souvent tendance à oublier de faire ce distinguo entre les deux. C'est très important parce qu'il y a aujourd'hui, ici même, des gens qui sont déjà dans une autre dimension, d'une autre dimension, mais qui vivent dans notre densité. C'est un peu les maîtres dont vous parliez. C'est ça. Il y a du boulot. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait alors la prochaine fois? La prochaine vie dans cette vie? Il faut tout tenter, il faut tout faire. À mon sens, il faut tout faire et tout tenter. Et qu'à travers l'expérience, qu'on sait se dire que finalement, le bonheur, c'est le calme du temps qui passe, quoi. C'est le trésor, en fait, c'est de vivre à la bonne heure. Arrêter de se dire, je suis trop jeune ou trop vieux pour faire telle ou telle chose, j'ai pas le temps, j'ai encore le temps. Je pense que le bonheur et le développement se fait en dehors du temps et de l'espace, quoi, dans une vision qui est purement immatérielle. Merci en tout cas pour ce partage. Merci beaucoup.